Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Mes petits lapins, voici une nouvelle vidéo sur la bande dessinée. Mais cette fois, on s'éloigne de la polémique Bastien-Vivès pour revenir aux fondamentaux Hergé et Tintin. Quoique, en matière de polémique, notre petit reporter n'en manque pas une non plus. Entre les lascars qui veulent faire interdire Tintin au Congo et ceux qui pinaillent autour des clichés véhiculés par l'album Tintin en Amérique, on n'est pas sorti de l'auberge. Toujours est-il qu'il y a quelque temps, j'avais chroniqué ici même la version colorisée de Tintin au pays des Soviets. Les premières aventures de Tintin avec un trait très enfantin de son dessinateur. D'ailleurs, ce dernier se refusait de l'incorporer dans la série officielle. Cette version haute en couleur lui donnait une seconde vie et le duo Moulinsart-Casterman a continué sur sa lancée en colorisant d'autres albums de la première période d'Hergé. Entre 1929 et 1979, un demi-siècle d'aventures de Tintin nous toise. C'est vertigineux et à la fois magique. Je ne vous le cache pas, ces premières versions en noir et blanc ont ma préférence car elles sont dans leur jus d'époque. Hergé n'a pas encore atteint sa maturité artistique, la narration et les dialogues sont parfois empreints d'amateurisme, le découpage est souvent alambiqué, et pourtant, tout est là, les bases sont établies et vont se développer tout au long d'une saga mythique entrecoupée de diptyques iconiques. Une épopée fantastique qui fera la joie de millions de lecteurs à travers la planète. Si le diptyque Objectif Lune et On a marché sur la Lune est sans doute le plus célèbre, le plus populaire, celui consacré aux aventures de Tintin en Orient, qui regroupe les cigares du pharaon et le lotus bleu, est le premier d'entre eux et sans doute le plus intéressant à étudier. Il apparaît comme une bascule entre deux Hergé et par voie de conséquence entre deux Tintins. En effet, dans le contexte de l'époque, les années 30, l'Égypte fascine, tout comme les Indes et la Chine, des contrées mystérieuses aux croyances différentes des nôtres. Hergé, armé d'une solide documentation, envoie son reporter à l'autre bout du monde et aborde une thématique un tantinet ésotérique qui devait émerveiller les lecteurs du petit 20e. Sans bouger de Belgique, les gamins se retrouvaient à l'autre bout du monde. Le truc dingue dans cette affaire, c'est que 90 ans après, ça fonctionne encore. Hergé a franchi un cap, et même si les cigares du pharaon peuvent nous apparaître comme étant encore un album très naïf et enfantin, il n'en demeure pas moins une pépite à contempler. Je rappelle juste que nous sommes au début des années 30 et que l'auteur est âgé d'une vingtaine d'années. Pour nous aider à décrypter tout ça, Philippe Gaudin, l'un des plus grands spécialistes de l'œuvre d'Hergé, avec d'ailleurs Benoît Peters, dont j'aime beaucoup aussi l'approche, nous donne les clés pour ouvrir cette malle au trésor. Il fait le parallèle avec le reporter Albert Londres, il nous explique la fascination d'Hergé pour le cinéma et les emprunts qu'il s'autorise à faire. Surtout, on découvre les sources de documentation d'Hergé. Ce dernier était une véritable éponge qui absorbait les bruits du monde, les légendes, les faits d'actualité, les découvertes scientifiques. Il s'en imprégnait et transformait tout ça en une œuvre singulière. Par rapport aux albums que tout le monde connaît, les dessins de la première version des cigares du pharaon diffèrent totalement. C'est un graphisme très simple, influencé par l'art déco, flirtant avec le cartoon américain, notamment dans les scènes de bagarre. Les éditions actuelles sont plus édulcorées, plus mesurées, plus didactiques aussi. Il suffit de se pencher sur la première planche pour constater la présence d'une carte qui explique le périple de Tintin. Objectivement, les versions actuelles sont mieux adaptées au canon de la BD. Le découpage de l'album est plus nerveux et chaque case est un bijou d'orfèvrerie, mais aussi de lisibilité. Bref, un jeune lecteur découvrant Tintin appréciera beaucoup plus les éditions contemporaines. Cependant, les premières versions sont des diamants à l'état brut.
comme le diptyque s'étalait en feuilleton pendant plus de 240 pages, Hergé s'en donnait à cœur joie. L'objectif était de tenir en haleine le lecteur jusqu'à la prochaine parution. Et ça, mes petits lapins, c'est la régalade. Ce que j'aime, moi, c'est traquer les différences entre les deux versions. Les petites fautes d'orthographe, comme par exemple Shanghai que Hergé orthographie avec un C dans la première mouture, ou encore les cafouillages dans les bulles, où la lisibilité n'est pas très claire. Il y a même parfois des ratures. Il y a aussi la petite mise en abîme des aventures de Tintin, notamment quand le Tchèque dit à Tintin qu'il suit ses aventures depuis plusieurs années, exhibant par la même occasion Tintin en Amérique. Les jeux de mots qui feront plus tard tout le sel des albums d'Astérix, scénarisés par le truculent Goscinny, sont ici présents, dès les années 30, comme un témoin des premiers clins d'œil que les auteurs adressent à leurs lecteurs, contribuant ainsi à renforcer une indéfectible connivence. D'ailleurs, ce passage avec le Tchèque a été très aseptisé dans la nouvelle édition. Quand ce dernier dit « Voilà ce chien de chrétien, ces étrangers que je hais », ou encore quand il dit « Les hommes du désert ne veulent pas d'étrangers chez eux, ils veulent être maîtres chez eux. Est-ce que nous allons chez vous, nous ?» On imagine bien que ce qu'il a écrit dans les années 30 mérite une correction lors de la réactualisation de l'album dans les années 50. Ce fut d'ailleurs le cas et le Tchèque est beaucoup moins virulent, beaucoup plus posé. En parlant de datation, on peut savoir avec précision quand Hergé a dessiné la case des sarcophages, puisque les 10 sarcophages destinés à accueillir Tintin et Milou sont datés du 18 janvier 1933. Et oui, cet album a 90 ans. Et ça, ça a été enlevé dans la version actuelle. Ce qui m'a fait sourire, c'est que l'éléphant Babar, personnage créé par Jean de Brunoff en 1931, est devenu rapidement un classique de la littérature jeunesse. Lors de l'écriture des Cigares du Pharaon, Babar en est à sa 3e histoire. Donc on se doute bien qu'Hergé a connaissance des aventures de l'éléphant dessiné par Jean de Brunoff. Or, dans les Cigares du Pharaon, Tintin se fait enrôler sous le nom de Babar, en 2 mots. Bien évidemment, la version actuelle a corrigé cela, mais c'est amusant de noter le clin d'œil d'Hergé à son collègue. Bref, j'arrête là, mais je ne vous cache pas que lire en parallèle les 2 versions de cet album est un régal pour moi, et je vous invite à en faire de même si jamais vous entrez en possession de cet album. Parce que voilà, le fait de les comparer vous plonge effectivement dans le souhait d'Hergé, mais aussi des éditions Casterman, de réactualiser tout ça. Alors, cette nouvelle édition est colorisée selon un procédé qui s'inspire de la restauration des films anciens. On aime ou on n'aime pas, c'est une affaire de goût. En tout cas, personnellement, j'apprécie beaucoup. Cela donne un côté vintage savoureux et ça met en perspective l'histoire qui, comme je l'ai dit, date d'il y a plus de 90 ans. Alors pour information, Les Cigares du Pharaon est le premier récit pour lequel Hergé est vraiment libre de ses mouvements, libre de sa création. Il peut ainsi exposer son admiration pour la recherche scientifique, l'humour, l'aventure et la découverte de nouveaux mondes. Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique étaient en effet des commandes de l'abbé Norbert Wallet, le directeur du journal Le XXe siècle, et donc par extension, le petit XXe, son pendant pour les jeunes lecteurs. Et donc voilà, l'abbé Wallet disait à Hergé, il faut faire un album dans cette direction, et puis voilà, le suivant, faut le faire plutôt là-dessus. L'abbé Wallet ne cachait pas son anti-américanisme primaire, tout comme son rejet du communisme. Et on le sent bien effectivement quand on lit Tintin au pays des soviets. Bien évidemment, Tintin au Congo était lui aussi un beau symbole du colonialisme belge. Le résultat est donc déroutant car on a vraiment le sentiment que Tintin, dans Les Cigares du Pharaon, vit des aventures à 200 à l'heure. Il passe de l'Égypte aux Indes en un claquement de doigts. Et il vit 1001 aventures complètement surprenantes. Hergé a soif d'aventure et veut faire plaisir à ses lecteurs, loin des commandes que l'abbé Wallet lui imposait. Alors après la Seconde Guerre mondiale, l'éditeur Louis Casterman a souhaité publier les anciens albums de Tintin en couleur, et dans des versions plus courtes, car économiquement, 124 pages par album,
On s'en doute, ça n'était pas forcément rentable. Hergé et son studio, créé en 1950, s'attellent donc à la refonte de ses albums. Les Cigares du Pharaon est la dernière aventure en noir et blanc à être mise en couleur. Nous sommes en 1955 et la parution s'effectue après celle de On a marché sur la Lune, le 17e album de la série. Alors de ce fait, pour beaucoup de jeunes lecteurs de ces années-là, qui ne connaissent que Tintin en couleur, les Cigares du Pharaon, c'est pour eux une nouvelle aventure. Hergé, lui, de son côté, estimait que la première version des Cigares du Pharaon était trop primitive, trop naïve. Il la remanie complètement en supprimant certaines séquences jugées inutiles. On le voit dans cette première version, Tintin est bavard, trop bavard même. Il explique même ce qu'il fait. De plus, il échange avec Milou, qui lui aussi est très bavard. Or, Hergé ne voulait pas d'un chien parlant. Cela manquait de réalisme. Que Milou exprime son point de vue de chien, c'est une chose. Que Tintin le comprenne et lui réponde en est une autre. Un soin est donc apporté à ce détail. Milou s'exprime toujours, mais les interactions sont moins flagrantes et ne laissent plus de doute au lecteur. Milou n'est pas un chien qui parle le langage des hommes, et seul le lecteur comprend ce que Milou veut dire, ajoutant ainsi de la connivence entre les deux. Certains dialogues redondants sont aussi supprimés. Hergé vise l'efficacité. On passe de 6 cases en moyenne à 12 pour tenir le cap des fameuses 62 planches couleurs. Si certaines séquences sont purement et simplement supprimées, Hergé et son équipe ajoutent des personnages comme Alan Thompson pour que le lecteur soit dans un environnement familier. Rastapopoulos et Oliveira de Figueira ont aussi droit à un petit lifting plus actuel. De plus, les Dupont ont abandonné leur alambiqué nom de code X33 et X33 bis. Au final, c'est donc un album superbe que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir, une plongée dans les années 30 où un auteur gagne en maturité, mais aussi en indépendance. Il s'affranchit de la tutelle de l'abbé pour emmener le lecteur aux confins du monde à un rythme haletant. Même si l'histoire demeure toujours enfantine, elle est amusante à suivre, même pour un vieux briscard. Le temps nous rend indulgents et nous permet d'apprécier à sa juste valeur la modernité qu'insufflait Hergé à cette époque. Quant à la colorisation des 124 planches, elle est à mes yeux sublime et nous plonge dans la chaleur du désert ou la moiteur des Indes avec une indéniable délectation. Bref, mes petits lapins, vous l'avez compris, je suis conquis par cet album. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo sur la bande dessinée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Gunnet TV.